Le Grand Dialogue. Sigi Kafoba. Edouani Ouamakara. Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Chenni Beri. Halud Maouli. Chenni Beri. Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue. Transition, quel bilan et perspective après près de 18 mois, c'est le thème de notre grand dialogue de ce soir. Le premier tour de l'élection présidentielle couplé aux législatives devait se tenir hier dimanche 27 février, conformément au calendrier initial de la transition. Ces scrutins n'ont finalement pu se tenir et aucune nouvelle date n'a été convenue entre les autorités de transition et la CEDEAO. La dernière mission de l'organisation ouest-africaine n'a pas permis de trouver un chronogramme consensuel. Faut-il s'en inquiéter ou garder espoir, comme le dit la CEDEAO? Que faut-il faire pour trouver un consensus sur la suite de la transition? Quel bilan peut-on tirer de cette transition? Nous en parlons ce soir avec nos invités. Evelyne Jacques Zainab, membre du cadre d'échange des partis et regroupement de partis politiques pour une transition réussie. Mamadou Diko, membre du parti Union pour la République et la démocratie, qui nous rejoindra d'un moment à l'autre, nous l'espérons. Madame Dambélé Oulématousso, présidente de la CAFO. La CAFO, c'est la coordination des associations et ONG féminines. Et Dr Abdoul Sogodogo, universitaire. Je suis Sekou Gadjigo pour modérer ce débat. Mesdames, Messieurs, bienvenue. Le Grand Dialogue. Merci d'avoir accepté notre invitation, chers invités. Je voudrais commencer par vous, Evelyne Jacques Zeina. Vous êtes du cadre d'échange des partis et regroupement de partis politiques pour une transition réussie. Aujourd'hui, avez-vous des regrets que la présidentielle n'ait pas pu se tenir ce 27 février ? Oui, bonsoir à tout le monde, à tous les auditeurs et téléspectateurs de Tamani. Oui, nous avons des regrets parce que nous, notre combat, c'était pour qu'on puisse quand même faire les élections à date, qu'on puisse honorer nos engagements que nous avons pris face à la population malienne et aussi face à la communauté internationale. C'est donc, nous regrettons beaucoup aujourd'hui que les élections ne se tiennent pas à date et que nous rentrons dans une troisième phase de la transition. Alors, Madame Dambélé Oulématousso, vous êtes de la CAFO, la grande fêtière des femmes du Mali. Vous, près de 18 mois après, nous ne sommes pas parvenus à organiser les élections. Quel sentiment vous avez aujourd'hui? Bon, merci beaucoup, Gadjigo. Donc, à la suite d'Evelyne, moi, je vais aussi m'incliner devant vos téléspectateurs et vos auditeurs, n'est-ce pas, pour nous donner, n'est-ce pas, l'occasion de nous exprimer sur vos antennes et remercier, n'est-ce pas, Studio Tamani pour nous avoir fait appel. Donc, en fait, pour moi, le fait de ne pas tenir les élections avec un pays en imbroglio comme ça, moi, ça ne me dérange pas trop, étant entendu que les élections, c'est la démocratie qui a imposé les élections. Et vous savez autant que moi, tellement d'efforts nous abattons, n'est-ce pas, pour relever le taux de participation aux élections. Ça veut dire que les élections aujourd'hui ne sont pas une priorité pour les populations. Aujourd'hui, la priorité des populations, c'est les questions de paix et de sécurité. Voilà, donc moi, c'est juste pour dire les élections... Vous n'avez pas de regrets comme Evelyne? Non, je n'ai pas de regrets pour la simple raison que le Mali n'est pas un pays ordinaire aujourd'hui. Le Mali n'est pas un pays ordinaire et le fait de ne pas tenir des élections, n'est-ce pas, dans une situation du genre, ça ne peut pas déranger, à mon avis. D'accord. Docteur Sogodogo, vous êtes d'avis avec Oulématousso, qui pense qu'il y a d'autres priorités que les élections aujourd'hui? Merci Sekou pour l'invitation et je remercie également comme mes deux collègues qui participent à ce débat-là. Et je pense que c'est difficile de dire oui ou non comme ça, parce qu'en fait, je pense que l'élection est aussi une priorité comme la sécurité, comme la paix au Mali. C'est un ensemble de priorités. Et je ne pense pas que ce soit aisé pour les Maliens de choisir entre ces différentes priorités. C'est pour cela qu'il faut les mener ensemble.
Parce qu'une transition finit toujours par des élections. Il faut forcément des élections dans une démocratie pour rester au pouvoir. Et raison pour laquelle je vais dire que ces élections doivent être soigneusement organisées pour éviter que ces élections ne soient une nouvelle crise. Donc, il me semble utile qu'on se donne le temps qu'il faut, mais ce temps-là, il appartient toujours au peuple de le définir. Donc il faut continuer toujours à engager ces discussions-là. D'accord. Continuer avec les discussions et ne pas s'empresser pour les élections. Si je vous résume, Evelyne, aujourd'hui, nous sommes en tout cas moins d'un mois de la fin de la période initiale qui avait été accordée pour la transition. Quel bilan vous tirez de ces 17 mois de transition? Bon, déjà... je ne dirais pas qu'il y a un bilan, parce que la transition, elle a... Il n'y a pas de bilan, rien n'a été fait. Si je dis qu'il n'y a pas de bilan, en grosso modo, je vais m'expliquer. Déjà, le 18 août, au coup d'État qui s'est déroulé pour que le président Assimi soit président investi pour le reste de la transition. Aujourd'hui, je peux dire qu'il n'y a pas grand-chose. La seule chose où on peut dire que cette transition a eu à faire, c'est le côté sécuritaire. On peut dire qu'aujourd'hui, nos femmes arrivent à quand même faire beaucoup d'efforts, plus qu'avant sur le terrain, le théâtre de terrain dans le centre et dans le nord. Mais à part cela, il y a beaucoup de failles, beaucoup de choses qui ne se sont pas faites, qui ont été dites, et jusqu'à aujourd'hui, on n'a rien vu. Quand vous dites beaucoup d'engagements qui n'ont pas été tenus, par exemple? Je prends un exemple déjà sur le PAG du Premier ministre, oui, qui a été voté dans le CNT à 120 voix. Et il y a beaucoup d'éléments dedans, il n'y a pas que l'élément sécuritaire qui sont énumérés. Il a dit qu'il amène un changement. Il a amené le discours de dire qu'il va, chaque 3 mois, les ministres devaient venir exposer ce qu'ils ont fait. Ça n'a pas été fait. On est à combien de mois aujourd'hui depuis le vote du PAG à aujourd'hui? Ni le PM, ni aucun membre du gouvernement ne s'est tenu devant le CNT pour expliquer aux Maliens le bilan qui a été fait. Il y a beaucoup de choses. Il y a l'aspect sanitaire, il y a plein de trucs qui n'ont pas été faits, et principalement dans l'organisation des élections. Parce qu'il y a beaucoup de failles, il y a des trucs qui ont été votés, qui ont été rejetés, et dans l'organe unique de gestion, il y a eu un autre atelier, il y a plein de choses qui sont suspendues aujourd'hui. Donc on ne peut pas dire qu'il y a d'avancée dans ce sens. Côté sécuritaire, je félicite toujours nos femmes sur le théâtre de terrain, mais ça ne suffit pas. Donc ce n'est pas satisfaisant pour vous, ce qui a été fait. Oulématou Sow, vous, avec le regard de la CAFO, présidente de la CAFO, est-ce que vous êtes d'accord avec Evelyne que le bilan n'est pas satisfaisant, n'a pas été à hauteur du souhait? Merci beaucoup. Et parler de bilan en ce moment, ça va être difficile pour moi, étant entendu que... Oui, mais la transition est presque finie, normalement. On devait tenir les élections hier. La transition est normalement finie. Oui. Mais moi, je pense, avec toute la péripétie en arrière, je crois qu'on ne s'est pas précipité, n'est-ce pas? On n'a pas l'impression, n'est-ce pas, d'aller à un but. Donc, ça veut dire que dans l'entendement général, dans l'opinion, pratiquement, on n'était pas en train de nous aventurer vers une élection. Toi, tu sais, comme tout le monde le sait, tout ce qui s'est passé. Donc, on n'était pas dans le cadre vraiment d'aller vers une élection. Plutôt de trouver des voies et moyens pour apaisantir un peu la tension, la crise, le conflit, la guerre qui était sur le terrain. Et aujourd'hui, quand même, on peut constater que les femmes sont en train de monter en puissance. Cela n'est caché de personne. Les gîtes et les nids, n'est-ce pas, des terroristes sont en train vraiment d'être neutralisés. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, on peut constater la libre circulation des personnes et des biens. Moi, je comprends Evelyne, elle est politique. Nous, on est des populations. Nous sommes l'émanation de la population. Voilà pourquoi nous, notre priorité aujourd'hui, c'est la paix et la sécurité. Nous, notre priorité, c'est la gouvernance.
il faut que la gouvernance soit assainie. Tant que la gouvernance n'est pas assainie, nous, on fait le contrôle citoyen de l'action publique là. Donc, en fait, ce sont ces deux éléments qui sont priorités pour moi, parce que la démocratie, dans son entièreté, a échoué au Mali. D'accord. Parlant de gouvernance, est-ce que vous trouvez que nous sommes sur la bonne voie en parlant de gouvernance? Est-ce qu'il y a eu un changement? Bon, moi, je dirais que je ne peux pas me permettre, n'est-ce pas, de faire un jugement à ce moment. Mais toujours est-il dit que sur les questions de paix et de sécurité, il y a des indicateurs patents à ce niveau. Sur la gouvernance, donc déjà, nous sommes sous embargo. Nous sommes sous embargo et avant d'être même sous embargo, tout ce qui a été fait dans le régime précédent là, on ne peut pas dire qu'on vit les mêmes situations, quoi. Étant entendu que même les gains des autorités de l'heure, n'est-ce pas, ont été divisés ou partagés. Donc tout le monde le sait aussi, n'est-ce pas, pour plancher un peu sur la gouvernance, nous avons besoin vraiment d'ausculter certains aspects. Par exemple, les finances, par exemple, en tout cas, l'inclusivité est au rendez-vous. Et vous avez vu qu'avec la loi électorale, n'est-ce pas, qui vient de passer au niveau du CNT, vous avez vu qu'on doit procéder à l'élargissement. Et non, c'était la charte. Excuse-moi. Oui, ça c'était dans le cadre de la révision. Voilà, donc on doit procéder à la charte. Nous allons revenir vers vous tout de suite pour parler de l'aspect concernant les femmes. Est-ce que les femmes ont été prises en compte pendant cette transition? Mais juste le temps de faire réagir Dr Sogodougou par rapport au bilan. Alors, ils ne sont toujours pas d'accord par rapport au bilan. Elles ne sont toujours pas d'accord par rapport au bilan, Mme Nambélé et Evelyne. Vous, avec le regard d'analyste, comment vous jugez le bilan de cette transition? Non, je comprends parfaitement qu'il y ait des appréciations diverses du bilan de la transition, parce qu'il y a des attentes qui n'ont pas été satisfaites et il y a aussi des acquis. Des attentes, par exemple, moi en tant qu'enseignant, je m'attendais à la réforme ou la refondation. Je préfère même le mot refondation de l'école. On sait que le milieu universitaire n'est pas aujourd'hui ce que les Maliens souhaitent. Et les questions électorales, je suis sûr que beaucoup d'acteurs politiques avaient souhaité que la transition prenne fin au bout des 18 mois. C'est une attente qu'on peut bien comprendre des différents acteurs. Il y a eu cet élément, ce qu'on peut appeler peut-être un facteur X, un élément changeur, qui a ce qu'on a appelé la rectification de la transition, et qui fait que c'est comme si j'ai l'impression qu'on est reparti de zéro à zéro. Et donc, du coup, je note qu'il y a quand même une résilience et une montée en puissance des forces armées et de sécurité. Je note aussi qu'il y a une vision beaucoup plus partagée de la refondation ou peut-être même des réformes que le Mali doit entreprendre désormais, parce que les recommandations issues des assises, même si ces assises n'ont pas aussi enregistré la participation de tous les grands acteurs politiques du Mali, mais il y a quand même quelques éléments que l'on retient. Qui peuvent servir de boussole pour la gouvernance future. Mais il y a aussi des inquiétudes, parce que on a vu dernièrement ce scandale-là, l'attribution de ce qu'on appelle les ATT beaucoup. Ça inquiète, parce que dans une telle période, on s'attend à donc, une gouvernance. Donc sur le plan de la gouvernance vertueuse, vous avez des réserves? Non, j'ai des inquiétudes, parce qu'il y a quand même il y a des changements qu'on peut observer, il y a des inquiétudes. Comme je le disais, c'est ce dernier scandale, notamment lié au ATT beaucoup, mais aussi le recrutement au niveau de la CANAM que nous suivons tous sur les réseaux sociaux. C'est inquiétant, parce que c'est une période où on veut qu'il y ait des changements assez visibles et que les hommes qui sont au pouvoir soient porteurs de valeurs et de vertus, n'est-ce pas, qui rassurent beaucoup plus les populations. Et j'espère que, voilà, on va aller de plus en plus dans ce sens-là. D'accord. Mamadou Diko, vous venez d'arriver. Merci d'être là. Vous étiez pris dans les embouteillages. Alors, on est en train de faire le bilan de cette transition de 18 mois. Nous sommes presque à 18 mois. Et après 17 mois de transition, quel bilan vous, au niveau de l'IRD, vous dressez? Merci beaucoup, M. Gadjigo.
de votre invitation. Je voudrais dire bonsoir à vos auditeurs, téléspectateurs et encore renouveler mes excuses pour ce retard totalement indépendant de ma volonté. Ceci dit, le bilan, je préfère voir le verre à moitié plein. Vous savez, pour parler de bilan, il faut faire d'abord le point de là où on a quitté. Vous vous souviendrez, en 2020, l'attente, sinon les attentes les plus fortes du peuple malien à l'époque, regroupé au sein d'un mouvement auquel mon parti appartient, le M5 RFP, les attentes avaient pour nom sécurité, gouvernance. Parce que nous avions à l'époque un régime qui était sorti de la mauvaise gouvernance pour aller carrément dans la non-gouvernance. Et c'était à tous les niveaux, sécuritaire, social, économique, j'en passe, financière, etc. Donc aujourd'hui, 18 mois après, je crois que ça a été reconnu unanimement par l'ensemble des populations maliennes que le point fondamental de la sécurité, il y a une nette amélioration. Je m'en réjouis pour mon pays et je pense que des efforts importants ont été accomplis à ce niveau, qui méritent d'être encouragés et pour lesquels nous voudrons féliciter très chaleureusement les autorités de la transition. Le bilan en termes de demande sociale, je pense que là aussi, il n'y a pas assez de problèmes. La particularité du pays, la situation singulière du pays fait que chacun a accepté par esprit patriotique à taire certaines revendications pour sauver le Mali, parce que c'est de cela qu'il s'agit. La période de transition est là pour mission de rassembler tous les Maliens pour sauver le Mali. Sortir de cette situation, je ne vais pas parler de ces sanctions iniques qui empoisonnent la vie des populations, mais je pense que, comme je l'ai dit, je préfère voir le verre à moitié plein. À moitié plein. Quand on prend certains aspects comme la gouvernance, vous en avez parlé, vous dites que nous étions même dans l'ancien régime, c'était la non-gouvernance. Aujourd'hui, comment vous pouvez qualifier la gouvernance actuelle? Je crois qu'elle s'améliore. Vous constaterez qu'il y a très peu de scandales financiers. C'était le quotidien du régime déchu, il faut le reconnaître. Nous savons qu'il y a une espèce d'adhésion populaire à la gouvernance. C'est ce qui constitue, de mon point de vue, un socle pour toute gouvernance. Toute gouvernance déconnectée des aspirations et des préoccupations des populations est une gouvernance infailliblement voué à l'échec. Aujourd'hui, nous sentons une dynamique populaire accompagne cette gouvernance et c'est un gage de satisfaction, c'est un gage de succès. Je voudrais, de ce point de vue-là, renouveler au nom de mon parti notre soutien indéfectible aux autorités de la transition dans le cadre des actions qu'elles mènent pour le mieux-être des Maliens. Malgré le contexte particulièrement difficile, consécutif à ce que vous savez, les sanctions, l'isolement du Mali, c'est des facteurs aujourd'hui qui freinent malheureusement la marche du pays, mais avec une résilience singulière, les populations font preuve de beaucoup de courage et beaucoup de dignité face à ces épreuves. D'accord. Evelyne, est-ce que quelque chose a changé sur le plan de la gouvernance? Je ne dirais pas que quelque chose a changé parce que le slogan était de faire des choses qui n'ont pas été faits pendant les... Pas seulement... Ça avait promis une gouvernance de rupture. Exactement, mais ce n'est pas ce qu'on a vu. Comme disait monsieur tout à l'heure, nous avons été surpris sur les réseaux sociaux de voir le scandale frauduleux des distributions des logements sociaux. Les gens ont été stupéfaits parce qu'on a vu des hauts cadres de cette transition qui se sont octroyés des logements sociaux illégalement. Et ça a fait un scandale pendant des jours. On a vu au niveau de la CANAM où il y a eu des listes additives qui a dépassé le nombre, où ces jeunes même ont créé même une association pour défendre leurs intérêts. Donc si on veut une gouvernance de rupture, on ne refait pas les mêmes erreurs. Parce qu'aujourd'hui, nous avons chassé un pouvoir parce qu'ils étaient médiocres ou tout ce qui va, mais nous aussi on refait cette médiocrité, mais ça veut dire qu'on n'a pas changé. Et moi je trouve que la gouvernance, elle n'y est pas du tout. Nous sommes dans la même gouvernance qu'on était il y a 20 ans, je peux dire, même pas les 7 dernières années. D'accord, je pense que vous êtes d'avis avec cet internaute, Fousseidi Diop, qui estime que le bilan de cette transition, en tout cas de cette première partie de la transition, est décevant. Vous n'êtes pas d'accord totalement? Merci beaucoup. Donc moi, je ne peux pas dire que c'est décevant. Hein. Les femmes n'ont pas été déçues. Non, parce que cette transition nous confère un certain espoir, quoi.
nous avons l'espoir que ça va aller. Mais en fait, ce qu'on ne doit pas oublier, c'est que antécédemment, c'était des Maliens. Et aujourd'hui, c'est les mêmes Maliens. Moi, je pense que, c'est-à-dire la vision et la dynamique qui est en cours, ça peut aider au changement. Mais encore faudra-t-il que la refondation touche le Malien lambda. Parce que c'est le Malien lambda qui est le problème. C'est-à-dire nos textes sont bien, la gouvernance, ce qu'on écrit, tout est bien. Mais en fait, c'est l'homme malien même qu'il faut refonder. Parce que la refondation doit toucher tous les maillons. Que ce soit la refondation au niveau institutionnel, mais la refondation doit être faite au niveau social et la refondation à d'autres niveaux. Oui. Donc c'est pourquoi moi je dis la refondation politique à tous les niveaux. Alors si on doit refonder l'homme, le Malien, comment on va y parvenir? Est-ce que cette transition-là va suffire? Le Premier ministre quand même a dit que ils vont s'engager, faire tout pour que les recommandations, à peu près 516 recommandations qui sont issues des assises nationales, la refondation, donc ils vont faire en sorte que ce soit des recommandations exécutoires. C'est-à-dire qu'on va exécuter, même quand la transition va venir, les régimes, n'est-ce pas, successifs, n'est-ce pas, qui vont s'installer, doivent travailler avec ces recommandations-là. Ces recommandations, c'est comme les recommandations du déni aussi. Il faut tout... En fait, le Mali a déjà diagnostiqué ces problèmes, ces maux. Donc maintenant, les solutions sont dans les sacs. Et il faut les tirer par à-coup. D'accord. Alors, avec ce qui a été fait jusqu'à aujourd'hui, Dr Sogodougou, est-ce qu'on peut être optimiste quant à la suite de la transition? Oui, personnellement, je suis optimiste, même au-delà même d'une qualification ou encore d'un décompte quantitatif, juste parce que l'espoir est là, parce que les grandes nations se bâtissent dans la douleur. C'est les crises qui donnent de nouvelles orientations. Et justement, c'est ce que j'espère bien que le Mali va prendre une nouvelle direction à l'issue de cette crise. Parce que consciencieusement, les Maliens sont de plus en plus convaincus qu'on ne peut plus accepter d'être dans ce que nous étions il y a peut-être 10 ans. Il y avait un niveau de corruption tellement incroyable. Mais est-ce que cela est-il en train de changer aujourd'hui? Je crois que c'est ce qui va changer, parce que quand vous faites attention à ce qui se dit tous les jours, ce qui a été dit lors des assises, ce qui a été dit au déni, etc., vous prenez tous ces forats avant, vous vous rendez compte que le peuple malien veut une nouvelle gouvernance. Le peuple malien veut une démocratie qui répond mieux à ses aspirations. Et je pense que la transition, c'est justement le moment pour initier, même si on ne pourra pas aller à la fin de toutes les réformes, mais initier quand même ces réformes. Je vous donne par exemple 2 exemples. Nous sommes tous conscients que la constitution malienne ne répond plus aux aspirations des Maliens. Mais aucun président n'est arrivé à le faire parce qu'il y a ce fétichisme autour de la Constitution. On s'est dit que le président qui veut réviser, il veut faire un 3e mandat, etc. Il y a la question électorale. Tous les Maliens veulent aujourd'hui voir un organe assez indépendant des autres pouvoirs et qui puisse organiser des élections transparentes et crédibles. Une telle institution, il faut la mettre en place maintenant, puisque nous sommes dans une période de neutralité. Dès qu'un parti sera au pouvoir, ça va être plus difficile. Voilà. Et donc, je pense que la transition, même si elle n'est pas en train de répondre encore à toutes les attentes, il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. D'accord. Alors, il n'y a toujours pas, en revanche, de délai convenu pour la suite de la transition. En mission au Mali, la semaine dernière, le médiateur de la CEDEAO est rentré sans avoir obtenu des autorités maliennes un calendrier consensuel. Moussa Malé Sissoko nous en dit plus. Cette mission de la CEDEAO à Bamako n'a pas tranché la question de la durée de la transition. Le médiateur de la CEDEAO a souligné qu'un groupe de travail technique regroupant la CEDEAO, l'Union africaine ainsi que les Nations unies est déjà en place. Goodluck Jonathan explique que ce comité œuvre afin d'élaborer un cadre de recommandations qui orienteront les décisions à prendre prochainement. De son côté, le ministre malien
malien des affaires étrangères précise que les documents sur lesquels les équipes techniques ont travaillé reflètent les besoins de réforme du Mali. Abdoulaye Diop ajoute qu'il reste maintenant à trouver un bon équilibre entre les réformes essentielles pour le Mali et le temps nécessaire pour pouvoir arriver à ce document consensuel. Après une séance de travail ce jeudi 24 février avec des membres du gouvernement, la mission de la médiation de la CEDEAO s'est ensuite entretenue avec le président colonel Assimi Goïta dans l'après-midi de ce même jour. Cependant, le médiateur a réitéré son souhait d'accompagner le processus de dialogue jusqu'au bout. Rappelons que la délégation de la CEDEAO est rentrée ce vendredi matin. Alors, Mamadou Diko, un nouvel échec de la CEDEAO à trouver un calendrier avec le Mali. Est-ce que ça vous inquiète? Non, moi je ne le qualifie pas d'échec. Je pense que ce qui est important, c'est de continuer à garder l'espoir et à continuer à discuter. Mais on n'a pas perdu assez de temps dans la discussion. Vous savez, le fétichisme des délais, moi je ne suis pas là-dedans. Je pense que le pays est suffisamment englué dans une crise multiforme qui me paraît plus préoccupante que la question des délais. Mais puisque les sanctions là aussi sont liées à ça. Ceci dit, les sanctions sont injustes. Elles sont illégales. Elles sont iniques. Oui, mais cela a été dit. Mais si c'est lié à ça... Non, c'est en cela que la CEDEAO a eu tort. Vous savez, ce que moi je propose, c'est de prendre l'initiative nationale. Que les Maliens, sous la houlette et le leadership du président Assimi, dont je n'ai jamais douté de la capacité clairvoyante à rassembler les Maliens autour d'un projet. Projet que moi j'appelle élément de réforme. Il faudrait bien, j'entends réforme, mais je n'entends pas véritablement un contenu à ce concept-là. Qu'est-ce qu'on veut réformer? Que les Maliens s'asseyent, en discutent, entre eux d'abord. Dans quel délai voulons-nous le faire? Quel est le périmètre des réformes qu'on veut entreprendre? Si les Maliens conviennent de ça, en toute souveraineté, ils peuvent approcher la CEDEAO pour dire que voilà, mesdames, messieurs de la CEDEAO, voilà ce que les Maliens ont convenu et voilà dans quel délai ceci peut être fait. Étant entendu qu'une transition n'a pas vocation à assurer toutes les réformes. Il y a des réformes minimales qu'il faut faire. Les réformes en matière électorale, les réformes en matière constitutionnelle par exemple, les réformes sur l'éducation, la santé, etc. Tout ça peut être différé à un régime qu'on aura élu, mais il est important que les causes qui nous ont conduits à cette transition soient diagnostiquées. Et ces causes, elles sont connues. C'est les réformes, c'est les problèmes au niveau des élections, au niveau de la gouvernance. Il faut créer les conditions de ce rassemblement autour de ces réformes-là pour que les Maliens d'une voix unique, parce que tous ayant participé au débat qui concerne ces réformes, partent vers les partenaires pour dire voilà ce que nous voulons et en toute objectivité, voilà le temps qu'il nous faut pour y aller, pour y arriver. Donc, il faut sortir absolument des fétichismes de la date. Je ne suis pas d'accord avec cette posture de la CEDEAO qui consiste à dire il faut donner une date, mais une date pour faire quoi? Si ce n'est que pour faire des élections, je suis désolé. D'accord. Alors, Evelyne, Diko pense qu'il ne faut pas se fixer des délais forcément. Alors, cette visite de la CEDEAO qui est la énième, est-ce que ça ne vous préoccupe pas que jusque-là, le Mali et la CEDEAO ne parviennent pas à trouver un chronogramme consensuel? Bien sûr que ça nous préoccupe. Mon frère Diko disait tout de suite que le délai, ce n'est pas important. Mais je lui donne l'exemple que quand tu prends un avion pour être dans un pays, ben, je suis désolée, tu cherches à savoir l'heure à laquelle tu atterris. Tu ne vas pas passer le reste de ta vie dans un avion, sachant nulle part où tu vas et à quelle heure tu arrives. Donc nous, aujourd'hui, on veut savoir où on va et à quelle heure nous allons arriver. Donc la CEDEAO, aujourd'hui, nous regrettons franchement que le Goodluck Jonathan, qui est venu en mission de négociation, retourne encore les mains vides. Parce que je crois qu'il y a eu 2 propositions qui ont été faites par la CEDEAO, dont 12 mois et 16 mois. Ben, je ne sais pas ce qui s'est passé, je ne suis pas dans les couloirs, dans les coulisses, mais quand même, il y a quelque chose, il y a quand même eu une mésentente pour qu'on n'accepte pas les 16 mois ou on n'accepte pas les 12 mois. Aujourd'hui, nous voulons que les priorités soient définies. Nous voulons aller aux élections. Oui, il faut préparer les élections. Et quand on parle de chronogramme, les gens pensent que chronogramme, c'est dire que non, nous allons faire 2 ans, nous allons faire 3 ans. Non.
Un chronogramme, c'est un chronogramme détaillé électoral qui montre depuis le moment où nous allons réviser les fichiers électoraux jusqu'au jour du scrutin et après jusqu'à l'investiture du président. C'est tout ça qui doit être détaillé dans des délais bien précis. Et c'est de ça qu'on a besoin. Et quand on parle de refondation, on ne peut pas refonder un être humain. Nous ne sommes pas des robots. On ne peut pas nous mettre des machines dans la tête. Donc la refondation, pour moi, ce n'est pas tout ce qu'ils sont en train de dire. C'est plutôt l'éducation. Aujourd'hui, comme disait ma tante tout de suite, les documents sont là. Nous avons les lois les plus rigides au monde. Même la peine de mort, elle n'est pas encore abolie au Mali. Donc nous avons des très bonnes lois, nous avons des très bons textes. Mais c'est l'homme malien qui est mauvais. Comment remédier à ça? Ce n'est pas ma génération à moi et ce n'est pas encore celle de nos tantes, mais c'est plutôt nos enfants. Il faut assurer une éducation citoyenne. J'ai vu que le ministre de la Refondation avait mener ces derniers temps des réflexions sur la question, de faire des études, mettre dans le cursus scolaire une éducation morale et civique qui va avec la culture malienne. Et c'est ça dont on a besoin. Et c'est ces jeunes-là qui vont grandir, qui vont être des juges, qui vont être des policiers, qui vont combattre la corruption et qui vont mettre le pays sur les rails. Et ce n'est pas en 10 ans. Ça, c'est une génération à venir. D'accord. Cela est bien compris. Madame Dambélé ou les Matousso, la CEDEAO a proposé 12 mois et 16 mois. Pensez-vous que ces délais-là sont raisonnables? Bon, ça dépend de ce que tu vas faire du délai, ce qu'on veut faire concrètement. Qu'est-ce qu'on veut faire? Bon, moi, je ne suis pas dans les secrets des dieux, mais je pense que... Mais pour vous, qu'est-ce qui est prioritaire? Qu'est-ce qu'on doit faire aujourd'hui? Qu'est-ce qui est prioritaire? Il a parlé des réformes essentielles, par exemple. Il a parlé des réformes essentielles, mais il y a d'autres des dynamiques qu'il faut engager par rapport au changement des mentalités, par rapport aux changements comportementaux. Là. Moi, je pense qu'il faut mettre en route quand même des programmes. Par exemple, l'éducation aux valeurs. Je crois qu'au niveau du ministère de la Refondation, on est en train de s'atteler à cela. Maintenant, il faut aussi que l'on sache que la corruption, ça gangrène. La corruption ne doit pas fossoyer le pays. Les citoyens qui sont pris la main dans le sac. Oui. Mais moi, je pense aussi, de passage, la transition peut s'occuper de certains de ces aspects. Maintenant, la loi constitutionnelle. La Constitution, aujourd'hui, nous sommes dans un régime neutre. Ce régime peut se permettre, n'est-ce pas, d'imprimer ce que la population malienne veut dans la nouvelle Constitution. Parce qu'il faut une nouvelle Constitution maintenant, parce que la Constitution, elle est tellement caduque qu'elle ne répond plus, n'est-ce pas, elle ne répond à rien. Oui. Et on est en train toujours, n'est-ce pas, de superposer, n'est-ce pas, d'autres lois. Par exemple, si je prends l'accord pour la paix et la réconciliation, je prends même la charte de la transition, qu'on est en train vraiment de vénérer comme des constitutions. Donc moi, je pense que la constitution du Mali aujourd'hui, elle est à terre. Donc la réforme de la Constitution est prioritaire aujourd'hui. C'est prioritaire, la loi électorale qui va nous permettre d'aller dans les élections aussi. Et puis, ça sera assorti, charte des partis politiques, la réorganisation territoriale. Moi, je pense que tout ça, ça doit être vu pour qu'on sache le nombre de députés, n'est-ce pas, qui va siéger au niveau de l'Assemblée nationale. D'accord. Docteur Sogodougou, le médiateur de la CEDEAO a jugé les discussions enrichissantes et il dit qu'elles vont se poursuivre. Est-ce qu'aujourd'hui, cela peut augurer de bonnes choses? Bien sûr. Et comme le disait Diko avant, il faut garder espoir. En fait, une médiation, c'est aussi un dialogue qui s'instaure. Ça peut prendre du temps, parce que le plus important dans le contexte malien, c'est de sortir, en tout cas le plus vite que possible, avec une date. Mais est-ce que ce bras de fer peut se prolonger avec la CEDEAO? De toute façon, ce bras de fer, je pense qu'on est arrivé à un moment, ça ne va pas durer. Et de toute façon, ce n'est ni utile pour le Mali, ni utile pour la CEDEAO, ni utile pour aucun partenaire du Mali. Donc il ne peut qu'y avoir des perdants s'il y a un bras de fer qui perdure. Comment en sortir maintenant? Comment sortir de ça? Comment en sortir? Je pense que les deux acteurs sont dans cette dynamique, parce qu'en écoutant
les présidents ivoiriens, le président sénégalais, mais aussi le premier ministre malien, on sent que tous les acteurs veulent une solution partagée, consensuelle, en tout cas une entente. Chacun veut aller vers ça. Et la question est maintenant, quand est-ce qu'on va y arriver à ça? Parce que certains commencent à s'impatienter. Et je crois que ça ne va plus tarder. Ça ne va plus tarder parce que la communauté ouest-africaine, je crois que globalement, en a marre de cette situation-là. Et les Maliens aussi ne veulent pas rester dans cette situation parce que n'oublions pas que le Mali est aussi un pays fondateur de la CEDEAO. Et que tout le monde est conscient que c'est en étant un grand ensemble que cet espace est viable. D'accord. Alors, Mamadou Diko, 12 mois et 16 mois, pensez-vous que ce sont des délais raisonnables dans lesquels on peut tenir voilà, tout ce qu'on veut faire là? Vous savez, vous ne me ferez pas changer d'avis. J'ai dit la question des délais m'importe peu. Ce qui est important, c'est ce qu'on veut faire. Quel est le projet? Quelles sont les réformes indispensables, utiles? Quel est le périmètre de ces réformes? Qu'est-ce qu'on veut faire de notre... Parce que la transition, madame a parlé de l'avion. Moi, je m'en réjouis, je suis du domaine de l'aviation. Je voudrais rappeler que quand il prend l'avion, avant d'arriver à destination, il peut y avoir des problèmes en termes météorologiques, etc., qui peuvent retarder. Notre pays a effectivement cet avion qui a des problèmes météorologiques, par exemple. Il ne peut pas naturellement arriver à destination parce que le temps ne le permet pas. Ce qui importe, c'est ce que les Maliens vont faire ensemble. C'est pourquoi je réitère cet appel patriotique au président de la transition, chef de l'État, pour qu'il rassemble les Maliens de toute obédience, y compris les tenants du régime déchu. C'est des Maliens. Ils portent bien sûr la responsabilité de la situation dramatique de notre pays, mais il reste des Maliens qui doivent donner leur avis pour la marche du Mali, pour le devenir du Mali. Vous pensez que ce processus n'est pas assez inclusif? Il ne l'est pas, c'est mon point de vue. Et je pense que la charte qui vient d'être révisée offre à ce niveau-là de belles opportunités pour que les Maliens puissent se retrouver. Qu'ils se retrouvent au sein du gouvernement ou au sein du CNT, il est indispensable qu'un consensus soit construit pour conduire le reste du processus. Une transition, par essence, est un moment de grand rassemblement, de grande capacité de consensus. Et malheureusement, il faut le reconnaître, la transition actuelle, elle pêche par le manque d'inclusivité. Il y a des pans entiers de la classe politique, des pans entiers de la société civile qui ne sont pas impliqués. Et dont souvent, il faut être honnête, il faut le dire, dont souvent l'avis n'est même pas requis par rapport à des décisions importantes qui engagent le lendemain du Mali. Ça, c'est à regretter. Et je pense, en tant que moi, je suis partie prenante, mon parti est partie prenante de cette transition, mais je pense qu'il faut élargir, il faut créer les conditions du consensus. Et je suis convaincu que le président de la transition, de par sa posture, toujours empreinte de beaucoup de sagesse, peut jouer ce jeu-là. Cela est bien noté. On va demander à Evelyne si toutefois son regroupement est prêt à intégrer, en cas, on parle d'ouverture du CNT et même une éventuelle ouverture du gouvernement. Est-ce que votre regroupement est prêt à intégrer le gouvernement si on vous invitait à intégrer le gouvernement? Ou bien vous restez sur votre position que vous n'allez pas reconnaître les autorités? Je ne saurais répondre à cette question ici. Je ne suis pas présidente ni porte-parole du cadre. Je suis juste la présidente des jeunes du cadre. Donc cette décision, elle sera prise consensuellement au sein du cadre, le moment voulu. Mais aujourd'hui, nous disons, à partir du 25 mars, nous demandons une transition civile. Ça a été clair et net. On l'a dit. Vous n'allez plus reconnaître les autorités actuelles. Mais quand on parle de transition civile, ça veut tout dire. C'est le français. Parce que ceux qui sont aujourd'hui au pouvoir, ce sont des militaires et ce sont des civils. Mais nous voulons une transition civile. S'il n'y a pas de dialogue et que si nous ne sortons pas et que, comme il a dit mon frère, que nous soyons ensemble, que nous discutions des objectifs parce que ça nous concerne. Il n'y a pas de Maliens de hier et Maliens d'aujourd'hui. Nous avons chacun nos mots à dire. Donc nous voulons converger nos forces ensemble pour sortir le pays de cette situation. S'il n'y a pas eu de dialogue jusqu'au 25 mars, alors là, oui, nous allons demander une transition civile. D'accord. En 4 minutes, une minute pour chacun. La transition est toute trouvée pour parler de ce
monsieur qui s'est autoproclamé président de la transition depuis la Côte d'Ivoire. Certains le prennent pour un plaisantin, mais le gouvernement a fait un communiqué aujourd'hui pour ouvrir une enquête. Quelle est votre réaction? Bon, déjà, je ne connais pas la personne de monsieur. Je connais le parti parce que j'ai été candidate en 2020 aux législatives en commune 5. J'ai eu à parler avec les candidats au deuxième tour pour forger nos efforts et soutenir quelqu'un. Mais je ne connaissais pas le président. Je l'ai vu comme tous les Maliens sur les réseaux sociaux qui disaient qu'il est le nouveau président civil. Bon, à chacun ses idées, ses objectifs. Pour nous, notre combat, c'est ici, c'est maintenant et c'est au Mali. D'accord. Mamadou Diko, rapidement, non, votre réaction? Ça, c'est un fait divers. Notre président reste le colonel Assimi Goïta. Vous pensez que ce n'est pas important? Non, c'est vraiment, je n'y accorde aucune espèce d'importance. Oui. Parce que ça n'a aucune valeur absolument. Notre président reste Assimi Goïta, qui a un devoir historique de rassembler les Maliens pour que le Mali sorte de cette situation. D'accord. Madame Nambélé, une réaction à cet acte? Moi, je pense que c'est un non-événement aussi. Le gouvernement va ouvrir une enquête. Oui, bien sûr, parce qu'on ne peut pas comprendre que dans un pays ami, n'est-ce pas, qui se crée une dynamique du genre. Le gouvernement a de fortes raisons, n'est-ce pas, d'essayer, n'est-ce pas, de comprendre cela. Comprendre cela et puis penser que cela est possible. Tu ne peux pas t'autoproclamer dans un autre pays que tu es le président d'un autre pays. Comment cela peut passer? Et puis, les Maliens sont engagés aujourd'hui sur une voie. Nous voulons avoir la paix. C'est-à-dire que personne ne va créer des problèmes ici. Il sait bien que quand il va dire ça ici, là, au Mali, là, il y aura vraiment d'autres qui vont le combattre, qui ne sont même pas les autorités de l'air. Voilà, les gens sont fatigués, les gens veulent s'en sortir. Et la transition nous donne ici l'espoir et l'opportunité de nous retrouver, quoi. D'accord. Donc, comme il a dit, l'inclusion, la participation de tous, là, ça doit être de mise parce qu'il faut dire que le président a eu une chance. Cette chance vraiment d'avoir l'adhésion collective, quoi. Donc, ça lui donne une opportunité pour lui permettre de rassembler. D'accord. Donc, il faut qu'il les rassemble, jusqu'à ce que vraiment le Mali, les Maliens soient un seul homme. D'accord. Donc, rapidement. Merci. Mais quelque part, ça a fait rire beaucoup de Maliens. Mais à mon avis, c'est un signe. Ça veut dire que le prince peut être moqué encore au Mali. Et ça veut dire que nous sommes dans une démocratie. C'est ce que les Maliens pensent dans leur tête. D'accord. C'est ce qui peut pousser quelqu'un à agir de la sorte. D'accord. Et on va s'arrêter là puisqu'il est 19h. Merci à nos invités. Mamadou Diko, membre du parti Union pour la République et la démocratie. Evelyne Jacques Zeynab, membre du cadre d'échange des partis, regroupement de partis politiques pour une transition réussie. Madame Dambélé Oulimatousso, présidente de la CAFO, et Dr Abdoul Sogodogo. On parlait aujourd'hui de la transition qui arrive à terme bientôt dans moins d'un mois. Quel bilan tirer de cette transition et quelles sont les perspectives? Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce débat qui a été présenté par Sekou Gadjigo, mise en ordre par Adjaratou Traoré, à la régie vidéo Mamadi Keïta, et à demain pour un prochain numéro. Le Grand Dialogue. Le Grand Dialogue, l'émission des débats du studio Tamani sur votre radio.